On s'est tous déjà demandé pourquoi certaines marques nous parlent plus que d'autres, non? Comme si on les connaissait. Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Dans ce décryptage, on va plonger au cœur des secrets de l'identité visuelle. C'est cet art, souvent invisible, qui permet à une marque de vraiment marquer les esprits et de rester. Alors, la grande question, qu'est-ce qui fait qu'une marque devient inoubliable? Spontanément, on pense au logo, bien sûr, mais en fait, c'est juste la pointe de l'iceberg. La vérité, c'est que derrière, il y a tout un système, une vraie personnalité qui s'exprime avec des images, des couleurs, et qui finit par créer un lien émotionnel très fort avec nous. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image toute simple mais super parlante. Imaginez qu'une marque, c'est une personne. D'un côté, il y a son âme, sa personnalité, ses valeurs, tout ce qui la rend unique, et de l'autre, il y a son apparence, son visage, sa façon de s'habiller, tout ce qu'on voit d'elle. L'identité visuelle, c'est exactement ça. C'est la manière dont l'âme de la marque devient visible, tangible. Et attention, tout commence par ce qu'on ne voit pas. Avant même de dessiner un logo ou de choisir une couleur, le plus important, c'est de définir le cœur du réacteur, c'est-à-dire la personnalité de la marque. Donc, la marque, avant tout, c'est un concept émotionnel. C'est vraiment l'âme de l'entreprise, son fameux « pourquoi ». Pourquoi elle existe? Qu'est-ce qu'elle défend? Quelles sont ses valeurs? C'est cette base complètement invisible qui va donner du sens à tout le reste. Parce que sans cette âme, l'apparence, ce n'est qu'une coquille vide, ça ne veut rien dire. Et c'est là que ça devient super intéressant. On va voir comment cette personnalité va prendre un visage. Allez, on décortique ensemble les éléments concrets qui composent une identité visuelle. Alors attention, une identité visuelle, ce n'est pas juste un logo. C'est bien plus que ça, c'est un véritable écosystème. Il y a 5 briques de base qui le construisent. On a bien sûr le logo, qu'on pourrait voir comme la clé de voûte. Ensuite, les couleurs, c'est elles qui portent l'émotion. La typographie, ça c'est la voix de la marque. On a aussi le style graphique, sa signature bien à elle. Et pour finir, la mise en page, qui est un peu comme l'architecture qui structure l'ensemble. Prenons l'exemple de la couleur. Sa puissance est juste incroyable. Le rouge de Coca-Cola. On pense tout de suite à l'énergie, la passion. Le bleu de Facebook, confiance, sérieux. Et ce jaune-là, pas besoin d'écrire le nom, on sait que c'est MTN. C'est ça, la magie d'une identité qui fonctionne. Elle communique directement avec notre cerveau, avant même qu'on ait eu le temps de lire un seul mot. Et ça montre bien une chose, le choix des couleurs, c'est 100% stratégique. Ce n'est jamais fait au hasard. Chaque couleur a son propre langage, sa propre symbolique. Le rouge, c'est l'énergie. Le bleu, la confiance. Le vert, la nature, la croissance. Le noir, l'élégance, le luxe. Bref, chaque choix est une décision mûrement réfléchie pour coller parfaitement la personnalité de la marque. Et la typographie alors? C'est la voix de la marque, c'est comme ça qu'elle nous parle. Une police avec des empattements, ce qu'on appelle sérif, ça va tout de suite sonner plus traditionnel, plus sérieux. Une police sans empattement, donc sans les petits pieds, c'est plus moderne, plus direct. Et puis les polices manuscrites, les scripts, là on est dans l'élégance, la créativité. On voit bien que le simple choix de la police, ça donne le ton de toute la conversation. Ok, mais comment on fait pour que tous ces éléments restent cohérents, pour qu'ils fonctionnent en harmonie, partout et tout le temps? Toute identité de marque qui se respecte a une arme secrète pour ça. C'est son propre code de la route. Ce fameux code, on appelle ça la charte graphique. Pensez-y comme le mode d'emploi officiel. C'est le document qui va définir absolument toutes les règles pour utiliser les éléments visuels de la marque. C'est en quelque sorte le gardien du temple, le document qui protège son intégrité. Mais alors, pourquoi c'est si important cette charte? Il y a 4 raisons principales. La première, c'est la cohérence. Comme ça, tout le monde parle le même langage visuel. La deuxième, c'est la protection. Ça évite que le logo ou les couleurs soient utilisés n'importe comment. Troisième point, c'est un gain de temps énorme pour tous ceux qui travaillent avec la marque. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça construit la crédibilité et le professionnalisme. Une marque qui est cohérente, c'est une marque à qui on fait confiance. Et dans cette charte, il y a un élément qui est un peu le roi de la fête, c'est le logo. Forcément, les règles qui le concernent sont les plus sacrées et les plus précises. Règle d'or numéro 1, le logo, il a besoin d'air, il a besoin de respirer. C'est ce qu'on appelle la zone de protection ou le clear space. Le principe est super simple, on prend un petit élément du logo lui-même, on s'en sert comme unité de mesure, qu'on appelle X, et on trace une sorte de zone de sécurité tout autour. Et la règle est claire, rien, absolument rien, ne doit entrer dans cet espace vital. Deuxième règle d'or, tout aussi cruciale, la taille minimale. C'est logique, en dessous d'une certaine taille, un logo devient une bouillie de pixels illisibles. Donc, on définit une limite à ne jamais franchir. Par exemple, pas moins de 15 mm sur un document imprimé et pas moins de 60 pixels sur un écran. C'est la garantie que la marque restera toujours lisible, que ce soit sur une carte de visite ou sur l'écran d'un smartphone. Allez, maintenant passons au Hall of Shame, le panthéon de ce qu'il ne faut jamais, mais alors jamais faire avec un logo. C'est un peu la galerie des horreurs du design. Erreur fatale numéro 1, déformer le logo.
L'étirer, l'écraser, c'est non. C'est une faute professionnelle qui pique les yeux, ça crie amateurisme et ça détruit instantanément toute la crédibilité de la marque. Ensuite, interdiction formelle de changer les couleurs. Utiliser des couleurs qui sortent de la palette officielle, c'est comme changer de visage du jour au lendemain. Ça brise net la reconnaissance de la marque. Rappelez-vous, le rouge de Coca-Cola, ce n'est pas n'importe quel rouge, c'est son rouge. Et pour finir, on arrête tout de suite les effets spéciaux non autorisés. Les ombres portées, les reliefs, les petites lueurs, tout ça, ça peut transformer un logo super moderne et épuré en un truc qui a l'air de dater des années 90. Bref, ça fait tout sauf professionnel. Bon mais alors, qui est le garant de tout ça? Qui est le chef d'orchestre? Ça nous amène directement au rôle du designer, et on va voir que c'est bien plus qu'un simple créatif. Le véritable rôle du designer, ce n'est pas juste de faire des jolis dessins, c'est d'être le gardien de l'identité. Sa mission, elle est multiple. D'abord, il doit traduire l'âme de la marque en langage visuel. Ensuite, c'est lui qui écrit le fameux code de la route, la charte graphique. Il doit aussi protéger la cohérence de la marque, partout. Et enfin, un rôle super important, il doit éduquer, expliquer à tout le monde pourquoi c'est essentiel de respecter ces règles. Au final, s'il ne fallait retenir qu'une seule idée, ce serait celle-ci. Vouloir construire une identité de marque sans charte graphique, c'est comme essayer de construire une maison sans plan d'architecte. Au début, ça peut peut-être tenir debout, mais sans fondation solide et sans règles claires, tôt ou tard, tout finit pour s'effondrer. Et on va se quitter sur une question pour prolonger la réflexion. Si l'identité visuelle, c'est le visage d'une marque, est-ce que ce visage communique bien sa vraie personnalité? La prochaine fois qu'on croisera le logo d'une marque connue, au lieu de juste le voir, on pourra se poser la question. Et je parie qu'on ne le regardera plus tout à fait de la même façon.